Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Michel Fayad afin de décrypter et d'analyser toute l'actualité du Liban en ce début d'année 2026, notamment au sujet du plan de désarmement du Hezbollah, des prochaines élections en 2026, mais aussi de l'affaire Total Energy et les conséquences qu'elle peut avoir sur le Liban et de sa position à l'international. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Fayad, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point global sur l'actualité concernant le Liban. Donc c'est une zone qu'on a beaucoup traitée chez Omerta durant l'année 2025. Mais qu'en est-il de ce début d'année 2026 ? On n'entend plus grand-chose. Est-ce que les choses se sont arrêtées ou banalisées ? Donc pour commencer, justement, est-ce qu'on peut faire un petit point ensemble sur les dernières actualités politiques et militaires du pays ? Oui, bien sûr. Donc, vous savez que Donald Trump avait donné jusqu'au 31 décembre 2025 au Hezbollah pour désarmer, en tout cas au sud du Litanie et si possible ailleurs. L'armée libanaise et le président libanais prétendent que ce désarmement a été effectué donc au sud du Litanie. Israël conteste cette version des choses et dit que l'accord ne consiste pas seulement au désarmement du Hezbollah au sud donc du fleuve Litanie, mais également au nord du fleuve du Litanie. Euh, cette, euh, cette explication israélienne, elle est vraie en fait, parce que dans la résolution de l'ONU, qui est la résolution 1559, 1500, pardon, la résolution 1701, dans laquelle est mentionnée la résolution 1559, il est effectivement dit donc dans cette résolution 1559 le fait qu'il faut désarmer toutes les forces libanaises et non libanaises armées au Liban en dehors de l'armée libanaise elle-même. Et donc, cela concerne à la fois le Hezbollah, les organisations palestiniennes et toute autre milice. Et on sait qu'effectivement, l'armée libanaise a commencé à désarmer les organisations palestiniennes. C'est vrai que l'armée libanaise a mis la main sur des stocks d'armes du Hezbollah et sur certaines armes du Hezbollah, mais il n'empêche qu'il y a encore des tunnels, il y a encore des armes, il y a encore même une réorganisation du Hezbollah. Le Hezbollah est encore très bien établi, notamment dans la banlieue sud, dans la Beka, et même encore, c'est vrai, au sud. Le vrai souci, vous savez, c'est que la décision de désarmer le Hezbollah n'est pas entre les mains ni du Hezbollah ni du gouvernement libanais, mais entre les mains du régime de Téhéran, le régime des Mollahs. C'est vraiment eux, ce sont vraiment eux qui ont le contrôle, qui ont la décision, selon le système en fait qu'on appelle Velayet et Fakir, c'est-à-dire la gouvernance des oulémas, euh, qui euh, qui fait que le guide suprême de la révolution islamique iranienne, le chef de l'État Ali Khamenei, est également donc le gouverneur de tous les chiites khomeïnistes du monde entier, à commencer par ceux du Hezbollah au Liban, ceux du Hachech Sha'abi en Irak et autres. Et donc, il y a ce souci. On pensait qu'Israël allait attaquer le Hezbollah à nouveau, donc ce mois-ci, en janvier. Maintenant, les choses sont beaucoup plus incertaines parce qu'en raison de ce qui se passe en Iran, il est possible que les Américains et les Israéliens choisissent en fait d'attendre de voir ce qui va se passer en Iran avant de faire quoi que ce soit au Liban. Donc, pour le moment, ce qu'on voit depuis le début de l'année, ce sont des frappes ciblées de la part d'Israël au Liban sur certains cadres du Hezbollah, certaines caches d'armes, certains endroits où il y a du matériel et du Hezbollah qui est en train d'être déplacé. Oui, c'est un peu ciblé, mais la guerre en tant que telle, elle est repoussée pour le moment. Mais je pense qu'à un moment donné, elle va effectivement recommencer parce que l'armée libanaise n'est pas en capacité de désarmer le Hezbollah, elle n'en a pas la capacité militaire. Et même si elle en avait la capacité militaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban,
l'essentiel des commandants de l'armée libanaise sont chrétiens. L'essentiel des soldats, 50% des soldats est musulmans sunnites. Et donc, un affrontement entre l'armée libanaise et le Hezbollah reviendrait en fait à une sorte d'affrontement sunnite-chiite ou de guerre civile. Vous savez, les affrontements entre sunnites et chiites, on appelle ça fitna. Vous avez très justement parlé de ce plan de désarmement du Hezbollah. Quel est, vous, votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous y croyez déjà? Est-ce que vous pensez que c'est possible à long terme? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Bah, évidemment que le Liban, comme tout autre pays, devrait avoir une seule armée, l'armée libanaise, et ne devrait pas avoir de forces armées en dehors de l'armée libanaise qui échappent au contrôle de l'État libanais. Ça, c'est l'idéal, bien entendu. Et comme je vous ai dit, vraiment, il est impossible pour le Liban de désarmer le Hezbollah. Il faut que soit le Hezbollah lui-même désarme pacifiquement parce qu'il en a reçu l'accord de Téhéran, ce que je doute, soit que justement Israël fasse ce travail, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. En tout cas, il vaut mieux que ce soit Israël qui fasse le travail plutôt que Joulani, le président autoproclamé de Syrie, quand on connaît en fait l'irrédentisme syrien et encore plus l'irrédentisme syrien islamiste, c'est-à-dire de sa volonté d'envahir le Liban à un moment donné et de jamais le quitter. Je rappelle que l'organisation que dirige Joulani s'appelle Hayat Tahrir el-Sham, ce qui signifie Organisation de la libération du Levant. Libérer le Levant de qui, de quoi? On sait très bien, c'est libérer le Levant des Juifs, des chrétiens, des Alaouites, des Druzes et même des Kurdes. On le voit en ce moment même à Alep. Donc, ce serait un désastre pour le Liban que Joulani rentre et fasse le travail lui-même, parce qu'il n'en sortira jamais. Enfin, en tout cas, son ambition sera de ne jamais en sortir. Et d'ailleurs, tout ça se repose sur un mythe qui n'a jamais existé. C'est un mythe islamiste selon lequel le Liban faisait partie de la Syrie, alors que l'histoire n'a jamais montré cela. Au contraire, à l'époque de Fakhreddin, l'émir, le prince libanais, c'était plutôt une partie de la Syrie qui faisait partie du Liban. En ce début d'année 2026, il y a déjà eu de nouvelles frappes au Liban. Qu'est-ce qu'elles représentent selon vous? Est-ce que c'est une continuité des affrontements de 2025 ou est-ce que c'est aussi une manière de montrer que les choses vont bien se poursuivre en 2026, voire même s'intensifier? Moi, je pense que les Israéliens, vous savez, les Américains leur ont imposé la fin de la guerre fin 2024. Si vous vous souvenez, lorsque Benjamin Netanyahou était passé à la télévision pour annoncer son ralliement au cessez-le-feu, il avait dit que il accepte ce cessez-le-feu parce que les Américains ne lui livrent plus d'armes. À l'époque, c'était Biden qui était au pouvoir en Israël, aux États-Unis. Et donc, pour les Israéliens, cette guerre est en pause parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ne croient pas en la volonté de la part du Hezbollah de désarmer, en la volonté de l'Iran de désarmer le Hezbollah, et ils ne croient pas non plus en la capacité du Liban lui-même de désarmer le Hezbollah. Ce qui signifie que depuis depuis l'accord de cessez-le-feu, Israël a systématiquement bombardé régulièrement donc le Hezbollah, a également tué plusieurs cadres du Hezbollah, dont dernièrement une figure très importante qui était le chef d'état-major du Hezbollah, qui n'était même pas libanais, qui était un Iranien. Pour vous dire combien les Iraniens ont vraiment repris le contrôle du Hezbollah aujourd'hui sur le terrain, parce que en fait, vous savez, quand Israël a décapité le commandement politico-militaire du Hezbollah fin 2024, eh bien les Iraniens se sont dit il va falloir qu'on intervienne directement pour réorganiser tout ça. Et donc le chef d'état-major militaire était lui-même donc un Iranien et les Israéliens l'ont tué. Aujourd'hui, le Hezbollah est dirigé par Naïm Qassem, qui est un religieux et qui est peu charismatique, moqué parfois par les membres du Hezbollah et par les opposants du Hezbollah, justement par son manque de charisme. Et aussi, il a un turban blanc sur la tête, ce qui signifie que contrairement à Hassan Nasrallah, il n'est pas un descendant de Mahomet. Et ça joue également sur sa légitimité.
quand bien même d'un point de vue strictement religieux, il est assez calé, même si bien sûr il est contesté parce que beaucoup de gens considèrent que le khomeïnisme est une hérésie pour le chiisme. Je parle chez les chiites entre eux. Et puis il y a la principale figure politique du Hezbollah s'appelle Mohammad Raad. C'est le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Lui est quelqu'un de beaucoup plus charismatique, qui connaît très bien les rouages parlementaires, mais aussi tous les rouages politiques. C'est lui qui avait rencontré Emmanuel Macron lorsqu'Emmanuel Macron était parti au Liban et avait fait cette réunion autour d'une table avec les principaux dirigeants libanais. Donc c'était Mohammad Raad qui représentait le Hezbollah. Donc, mais quand même, si vous voulez, c'est un bon numéro 2, mais c'est pas un numéro 1. Et Naïm Qassem, pareil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'Iran vraiment qui a la main par rapport au Hezbollah. En perdant Nasrallah, le Hezbollah a vraiment perdu une figure charismatique de premier plan. Vous savez que lorsque Nasrallah faisait ses discours et faisait ses prêches et tout ça, enfin, tout le monde le regardait, ses partisans et ses adversaires, non seulement au Liban, mais aussi en Israël et partout dans la région, parce que justement, il avait ce charisme, malgré le fait que il était vu par beaucoup comme un ennemi, un adversaire, etc. Mais force est de constater qu'il avait ce charisme. En fait, au Liban, on dit chez les chrétiens, il y avait Bachir Gemayel, chez les sunnites, il y avait Rafik Hariri, et chez les chiites, il y avait Hassan Nasrallah. Et comme par hasard, les trois ont été assassinés. Comme par hasard. Ça, je veux dire, c'est le point commun qu'ils ont, en plus d'être les trois charismatiques. En prévisualisation de 2026, si on fait un bilan de ces 2 dernières années, les alliances internes au Liban ont-elles réellement évolué ou est-ce qu'on observe toujours les mêmes rapports de dépendance régionale? Au niveau des alliances régionales, enfin, les puissances étrangères continuent d'agir au Liban. C'est le malheur du Liban depuis très longtemps, depuis même 1943, au moment même de l'indépendance du Liban. Et vous savez, c'était les Anglais et les Arabes voulaient chasser les Français du Liban et du Levant. Et ensuite, les Américains ont cherché à chasser les Anglais du Liban. Ensuite, vous avez eu des périodes historiques où les Arabes se jouaient aussi la concurrence. Une fois les Égyptiens, une fois les Syriens, une fois les Saoudiens, et parfois même les Libyens se mêlaient, les Irakiens, les Jordaniens. Vous voyez, le Liban a toujours été cette terre, malheureusement, où toutes les puissances régionales et internationales cherchent à interférer et chacun essaye en fait d'avoir un parti ou un leader qui le suit, donc moyennant argent, moyennant armes. Et donc évidemment, j'ai oublié de dire le dernier en date qui est très important, l'Iran bien sûr, qui est intervenu via le Hezbollah justement. Et aujourd'hui, il y a une coalition gouvernementale qui réunit la quasi-totalité des formations politiques, sauf la formation de Michel Aoun et Gebran Bassil, et d'autres plus petites formations. Mais sinon, vous avez donc au sein du gouvernement pardon, officiellement, Saad Hariri et le courant du futur ne font pas partie de ce gouvernement, mais disons que le Premier ministre actuel, Nawaf Salam, bénéficie d'un soutien plus ou moins d'Hariri, vous voyez. Mais et donc les Druzes, Jumblat, le Druze Jumblat qui est le principal dans cette communauté est représenté au gouvernement. Samir Jarja côté chrétien est représenté au gouvernement. Et chez les chiites, donc Amal de Nabir Berri, le président du Parlement, et le Hezbollah sont également représentés. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se détestent au sein même de ce gouvernement. Donc, on sait l'opposition qu'ont d'un côté le Hezbollah et de l'autre côté Samir Jarja, et pourtant donc les deux formations se retrouvent au sein du même gouvernement. 2026, c'est l'année des élections législatives. Donc, dans quelques mois, il y aura ces élections. La loi électorale est toujours en débat. Est-ce qu'il faut garder la même loi électorale ou pas? Est-ce qu'il faut faire voter les Libanais de l'étranger? Oui, mais comment les faire représenter? Est-ce qu'on les représente? On les fait représenter par des députés
comment dire, distincts, c'est-à-dire des députés représentant officiellement la diaspora, ou des députés ou alors ils éliraient directement les députés dans les circonscriptions, comme ça s'était vu les dernières fois, ou encore quel est le nombre exact de députés que devrait pouvoir élire donc cette diaspora. Et sachant qu'en plus, vous savez, il y a toujours la répartition chrétien-musulman qui doit rentrer en compte pour pas simplifier le problème. Vous savez, il y a une petite anecdote. Valéry Giscard d'Estaing avait dit une fois, j'ai compris le problème libanais. Et il y avait un politicien libanais qui lui avait répondu, je vous invite à venir au Liban parce qu'on a dû mal vous l'expliquer. Très, très représentatif de tout ce qui se passe et de ce qui continue de se passer finalement, parce que tout se poursuit. Et justement, est-ce que vous pensez que ces prochaines élections peuvent avoir un rôle majeur dans la stabilité du pays, ou est-ce que c'est encore trop compliqué? Est-ce que de simples élections ne peuvent pas avoir un gros impact sur tout ça? Écoutez, plusieurs choses vont jouer. Il y a par exemple, chez les chiites, est-ce que le Hezbollah sera toujours armé ou pas au moment des élections? Parce qu'un Hezbollah armé fait que les chiites n'ont pas forcément la liberté totale de voter côté chiite, tandis que si le Hezbollah n'est pas armé, eh bien, ça ouvre la voie à plus de liberté de vote côté chiite. Après, au niveau de toutes les communautés, par contre, religieuses libanaises, il y a le problème de l'argent. Vous savez que le Liban souffre énormément d'une crise économique et financière, ce qui fait que il y aura beaucoup d'achats de voix, et un achat qui sera financé notamment par des pays étrangers. Et ça va peser aussi sur les élections. Donc, il y a cet aspect, malheureusement, des choses qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi beaucoup comment dire, de démagogie aux élections libanaises. Euh, il y en a certains qui vont vous dire élisez-moi et vous allez voir que la crise va s'arrêter. Et la livre libanaise va arrêter de s'effondrer et va remonter. C'est ce qui est arrivé la dernière fois. Samir Jarja avait annoncé cela et puis on n'a rien vu de tout ça, bien entendu. Vous voyez, c'est ça un peu le problème au Liban. Puis il y a aussi, bien entendu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment va être la loi électorale. Parce que si la loi électorale va être comme avant, enfin comme la dernière fois, c'est-à-dire un système proportionnel avec un vote préférentiel, c'est vraiment très compliqué. Eh bien, vous avez des alliances parfois contre nature, justement. Et ça aussi, ça impacte sur les élections parce que vous allez voter pour une liste dans laquelle il y a des gens peut-être que vous aimez et d'autres que vous détestez, et vous allez donner un vote préférentiel pour quelqu'un, mais en même temps, en ayant voté pour cette liste, vous permettez peut-être non pas à votre candidat d'être élu, mais à un candidat que vous détestez d'être élu. Enfin, vous voyez, c'est assez problématique. En fait, pour le Liban, à mon sens, les deux meilleures lois électorales, ce serait soit la loi qui est électorale telle qu'en France, c'est-à-dire le scrutin majoritaire dans une circonscription uninominale, c'est-à-dire que dans chaque circonscription, on n'élit qu'un seul député. Ou alors, l'autre possibilité, c'est la loi électorale qui était en vigueur au Liban en 1862 et qui a été revue dans les années 2000 sous l'appellation de la loi orthodoxe, parce qu'elle avait été proposée par le dit Rassemblement orthodoxe, qui consistait à ce que chaque communauté élise ses propres députés. Et donc voilà, c'est un peu les deux lois électorales qui, à mon sens, permettraient la meilleure représentativité des Libanais, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, sachant que, bien entendu, il faut contrôler, comme je vous le disais, l'argent politique, l'achat de voix, la transparence totale, parce que si on fait n'importe quelle loi, mais on contrôle pas ça, enfin, on aura les mêmes résultats, oui. Alors il y a une autre actualité qui touche le Liban actuellement, c'est l'affaire Total Energy et des hydrocarbures. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous résumer et recontextualiser cette affaire? Oui, vous savez qu'en fait, on a trouvé du pétrole et du gaz dans dans toute la partie, toute la mer Méditerranée orientale, c'est-à-dire dans la région du Liban, de la Syrie, d'Israël,
même de la bande de Gaza, de l'Égypte, de la Turquie et de la Grèce et de Chypre, je sais plus si je l'ai dit. Et donc en fait, dans cet endroit, on est sûr qu'il y a des réserves importantes de pétrole et de gaz. Une fois qu'on a dit ça, on rentre dans le côté un peu plus technique, c'est-à-dire est-ce que ces réserves sont commerciales, elles sont économiques et commercialisables, c'est-à-dire est-ce que d'un point de vue économique, le fait de les extraire de manière offshore, parce que c'est dans les eaux et à la profondeur où ils se trouvent, est rentable ou pas. Et aujourd'hui, Total avait pris 2 blocs au Liban. Total avec l'italien Eni et Qatar Energy. Qatar Energy ayant remplacé une société russe qui était à la base, à la place du Qatar. Au moment des sanctions contre la Russie, le Qatar a remplacé la Russie. Eh bien, dans les blocs que Total, Eni et le Qatar avaient pris, eh bien, ils n'ont pas trouvé de réserve, comment dire, économique et commercialisable. Et à la grande déception des Libanais, parce que une partie de un des 2 blocs que Total avait pris, eh bien, était un des blocs qui était en partage avec un champ avec Israël. Et du côté israélien, ils avaient trouvé des réserves rentables et commercialisables. Et donc, c'était une grande déception de la part des Libanais. Et donc là, Total, il y a quelques jours, a effectivement signé pour un nouveau bloc. Et ça a redonné un certain espoir aux Libanais, parce que ça signifie que quand bien même justement les 2 premières campagnes de Total, Eni et le Qatar n'ont débouché à rien et même ont débouché à la déception, eh bien cela montre que Total, Eni et le Qatar sont confiants de trouver du pétrole et du gaz, surtout du gaz, dans les mers libanaises. Donc ça a redonné un peu le moral aux Libanais. Vous savez que une partie des Libanais espèrent que ce pétrole et ce gaz puissent permettre au Liban de sortir de l'endettement et sortir de cette crise économique et financière. Euh, mais le problème, c'est que les Libanais n'ont pas forcément tous conscience que les campagnes d'exploration et de développement jusqu'à la production peuvent prendre parfois une décennie, voire plus. Donc, il va falloir régler les problèmes, à mon sens, autrement qu'en attendant tout simplement que Total, Eni et le Qatar trouvent du gaz et du pétrole dans les eaux libanaises. Et est-ce que cette affaire a un simple arbitrage économique ou est-ce que ça favorise aussi la perception du Liban à l'échelle mondiale, notamment au niveau du risque du Liban? Est-ce que ça recentralise pas aussi la place du Liban sur la scène internationale? Vous avez raison, c'est-à-dire ces dernières années, il a été très compliqué pour le Liban d'attirer des investissements étrangers parce que le secteur bancaire est à l'arrêt, et pour ne pas dire en faillite, et donc les sociétés étrangères, d'ailleurs les sociétés libanaises non plus, n'ont pas confiance pour travailler avec ces banques libanaises, et par conséquent le fait que Total, Eni et le Qatar décident d'investir aujourd'hui dans le pétrole et le gaz, c'est un message quand même international extrêmement fort pour montrer que effectivement le Liban peut accueillir des investissements importants, parce que quand on parle pétrole et gaz, c'est des investissements colossaux. Et donc, ça aide en tout cas le Liban à se montrer à nouveau attractif. Ces dernières années, il faut quand même aussi signaler que la société française, mais qui est détenue par des Franco-Libanais, CMA-CGM, vous savez, le grand transporteur de containers, qui est aussi gère certains ports dans le monde entier, et d'ailleurs qui gère le port de Beyrouth depuis justement 2020, a également investi énormément au Liban. Il y a d'autres sociétés, mais je cite CMA-CGM parce que c'est une grande société française et qui est connue par de ceux qui nous suivent. Et, mais disons, mis à part CMA, CGM et quelques sociétés moins connues, il n'y a pas eu tellement d'investissements étrangers. Et donc, le fait que Total, Eni et le Qatar le fassent, ça aide en cela. Maintenant, si on veut malheureusement nuancer ce que je viens de dire, c'est quand même un investissement qui est offshore et donc qui ne se trouve pas forcément sur la terre libanaise qui peut encore souffrir
de guerre, de bombardement, de combat, etc. Donc voilà, c'était un peu pour relativiser ce que je viens de dire. Eh bien, Monsieur Fayad, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé sur tous ces points. Et puis, on espère vous retrouver prochainement sur Omerta. À bientôt, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour un nouvel invité avec une nouvelle thématique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!